Sous un soleil sec, Ouagadougou ouvre des cellules et ferme une époque. Sans grâce officielle, 15 600 hommes sortent des prisons, reçoivent un uniforme et sont regroupés en unités pénitentiaires de combat pendant que les chancelleries parlent de procédures, de principes et de retrait militaire. À l'écran, cela ressemble à une réforme. Sur le terrain, cela ressemble à une mobilisation et la question devient personnelle. Que change pour les familles la sécurité des routes et la peur quotidienne, le pari d'Ibrahim Traoré? Si ce pari tient, le Sahel apprendra une autre grammaire. Cette vidéo promet une chose simple: comprendre ce qui est réellement en jeu au-delà des slogans et des réactions immédiates. En suivant pas à pas les décisions, leurs effets mesurables et leurs zones d'ombre, le spectateur gagne un cadre pour juger en 10 minutes de lecture attentive si cette expérience est une rupture durable ou un épisode transitoire. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il touche à la manière dont des États fragiles arbitrent entre sécurité, justice et souveraineté lorsque les modèles importés montrent leurs limites. Le récit s'appuie exclusivement sur le contenu source, sans extrapolation chiffrée ni intention polémique. Chaque section précisera ce qui est observé, ce qui est affirmé par les acteurs et ce qui reste incertain. Un fil conducteur guidera la lecture. Comment une décision administrative devient un fait social, puis un signal régional. À mi-parcours, une révélation recentrera le débat sur les conséquences concrètes pour les civils et les institutions. Enfin, trois scénarios à court terme aideront à penser les suites possibles sans prédire l'avenir. Restez attentifs. Le détail qui paraît marginal au début éclaire l'ensemble à la fin. En moins de 2 ans, plus de 92% du territoire précédemment hors de contrôle a été déclaré reconquis, tandis que 15 600 détenus ont été retirés des prisons pour former des unités de combat dédiées. Ces deux chiffres, rarement mis en regard, résument le cœur de la décision portée par Ibrahim Traoré et expliquent pourquoi elle ne peut être lue ni comme une simple réforme pénitentiaire, ni comme une manœuvre militaire isolée. Le contexte est celui d'un Sahel épuisé. Pendant des années, la région a été traitée comme un espace à stabiliser de l'extérieur plutôt qu'à reconstruire de l'intérieur. Présences militaires étrangères, drones de surveillance, programmes de coopération sécuritaire. Les outils étaient visibles, mais les résultats, pour une partie croissante de la population, restaient abstraits. Villages abandonnés, routes coupées, champs désertés ont constitué l'arrière-plan quotidien de cette instabilité prolongée. Lorsque les forces occidentales se sont progressivement retirées, elles ont laissé un vide plus large que celui des effectifs. Ce vide était institutionnel et psychologique. Au Burkina Faso, l'armée devait couvrir plus de terrain avec moins d'hommes, tandis que les prisons continuaient de concentrer une population issue majoritairement de la pauvreté et de la survie informelle. C'est à cette jonction précise que la décision a pris forme. Ibrahim Traoré a posé une équation brutale mais cohérente dans un pays en guerre prolongée. Garder des hommes valides enfermés pendant que le territoire se fragmente est un luxe stratégique. La justice dans ce cadre cesse d'être uniquement punitive pour devenir fonctionnelle. Les détenus concernés ne sont pas présentés comme innocents, mais comme réaffectés à un devoir collectif sous contrôle militaire strict. Cette mini-révélation change la lecture des événements. La libération n'est pas un geste isolé de compassion, mais un levier dans une doctrine plus large de reconquête et de souveraineté. Elle explique aussi pourquoi la mesure a suscité à la fois un silence prudent à l'international et une réaction émotionnelle forte à l'intérieur du pays. À partir de là, une question s'impose. Comment cette logique abstraite s'est-elle traduite concrètement dans les premières semaines sur le terrain? Le premier impact ne s'est pas mesuré en communiqué, mais en scènes ordinaires.
Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des familles ont vu revenir des hommes qu'elles n'attendaient plus, non pas libres au sens classique, mais réassignés à une mission visible. Ce retour encadré a servi de personnage guide collectif, non un individu héroïsé, mais une trajectoire sociale réorientée. Un premier micro-cas revient souvent dans le contenu source. Des ex-détenus affectés à la sécurisation de leur propre zone rurale ont été déployés sur des axes secondaires longtemps évités. Les marchés hebdomadaires ont rouvert non parce que la menace avait disparu, mais parce qu'elle était désormais contenue par des hommes connus localement, identifiables, redevables à leur communauté d'origine. Un second micro-cas concerne l'institution militaire elle-même. L'arrivée de ces unités a modifié la répartition des effectifs réguliers permettant de soulager certains fronts surexposés. Dans les casernes, l'effet a été double. Tension initiale face à l'intégration d'anciens détenus, puis stabilisation progressive autour de règles claires, d'une hiérarchie stricte et d'un objectif partagé. Ces impacts précoces n'ont pas effacé les doutes. Ils ont toutefois déplacé le débat. La question n'était plus seulement morale ou juridique, mais opérationnelle. Est-ce que cela fonctionne ici et maintenant pour réduire la peur quotidienne et rétablir des circulations élémentaires? C'est précisément ce déplacement qui explique l'adhésion prudente d'une partie de la population. Le changement n'était pas théorique, il se voyait à hauteur d'homme dans des gestes simples redevenus possibles. Reste à comprendre comment cette dynamique locale s'est transformée en une séquence nationale structurée. Avant la décision, la situation suivait un schéma devenu familier. Les prisons se remplissaient plus vite que les casernes, les procédures judiciaires s'allongeaient, et la pression sécuritaire obligeait l'armée à se disperser sur trop de fronts à la fois. Les libérations conditionnelles existaient, mais restaient marginales et sans cohérence stratégique. Le système fonctionnait par inertie, sans lien direct entre justice pénale et sécurité territoriale. Puis vient le basculement. L'ordre n'est pas formulé comme une réforme graduelle, mais comme une séquence à exécution rapide. Les ministères concernés reçoivent une instruction claire: identifier les détenus incarcérés pour des délits liés à la survie, à la pauvreté ou à des violences mineures, et dresser une liste nationale. En quelques jours, les établissements pénitentiaires deviennent des points de tri administratif. Ce rythme inhabituel crée un choc interne, car il court-circuite les circuits lents de validation. La phase suivante est celle de la réaffectation. Les hommes sélectionnés ne sont pas libérés vers leur foyer, mais transférés vers des centres d'entraînement existants. Là, la logique change, ils cessent d'être des dossiers judiciaires pour devenir des effectifs à former, évaluer et encadrer. Les uniformes sont distribués immédiatement, non pour effacer le passé, mais pour imposer une identité fonctionnelle commune. Cette simultanéité entre sortie de prison et entrée en caserne marque le cœur de la méthode. Le point culminant intervient lorsque le programme reçoit un nom officiel. Les unités pénitentiaires de combat cessent d'être une rumeur pour devenir une structure identifiable, avec un acronyme, une chaîne de commandement et des règles publiques. À ce moment précis, la décision quitte le registre administratif pour entrer dans le champ symbolique. Elle est commentée dans les médias locaux, débattue dans les familles et observée avec prudence par les partenaires étrangers. Les répliques ne tardent pas. À l'intérieur du pays, le soutien populaire se manifeste par des gestes concrets: approvisionnement des camps, acceptation sociale des nouvelles unités, baisse mesurée de la défiance sur certains axes. À l'extérieur, le silence domine d'abord, suivi de prises de distance prudentes et de qualifications critiques dans certaines analyses. Le contraste entre
adhésion locale et réserve internationale devient un fait politique en soi. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un orateur que comme un chef d'orchestre du tempo. Il ne multiplie pas les annonces. Il laisse les effets visibles précéder les justifications. Ce choix explique pourquoi la ligne des événements se lie davantage dans les déplacements d'hommes et de ressources que dans les discours. À la fin de cette phase, la situation est transformée mais non stabilisée. Le mécanisme est lancé, les premiers résultats sont observables et les risques commencent à être formulés plus clairement. C'est à ce stade que la question de la preuve devient centrale. Avant la mise en œuvre du programme, la contrainte principale était un déséquilibre structurel. Les forces armées devaient sécuriser un territoire étendu avec des effectifs limités, tandis que le système pénitentiaire absorbait des ressources financières et humaines sans contribution directe à la stabilisation. Cette situation constituait la ligne de base, des prisons coûteuses, des fronts étirés et une insécurité persistante sur des axes clés. Le premier indicateur de rupture est territorial. Selon le contenu source, plus de 92% des zones précédemment contestées ont été déclarées récupérées en moins de 2 ans. Ce chiffre n'est pas présenté comme une victoire définitive, mais comme un changement de tendance. Il signifie que des espaces autrefois inaccessibles sont redevenus praticables, permettant le retour progressif d'activités agricoles et commerciales de base. Le second indicateur concerne les effectifs. La mobilisation de 15 600 hommes issus du système pénitentiaire a modifié la masse critique disponible. Ce volume, replacé dans le contexte d'un pays enclavé aux ressources limitées, représente un gain opérationnel immédiat. Il permet une présence plus dense sur certains axes secondaires sans retirer des unités régulières des zones les plus exposées. Un troisième indicateur, plus indirect, touche aux flux économiques locaux. La réouverture de marchés hebdomadaires et de routes secondaires est mentionnée à plusieurs reprises. Même sans données chiffrées détaillées, ces signaux traduisent une baisse relative de la contrainte sécuritaire perçue. Pour les populations rurales, cela se mesure en temps de trajet réduit, en accès plus régulier aux biens essentiels et en reprise partielle des échanges. À ces éléments s'ajoute un effet budgétaire implicite. Maintenir un détenu en incarcération prolongée a un coût constant. Le transfert vers une unité encadrée transforme cette dépense en investissement sécuritaire. La logique n'est pas présentée comme une économie immédiate, mais comme une réallocation. Moins de charges passives, plus de capacités actives. Ces chiffres et observations doivent être lus avec prudence. Ils décrivent une phase initiale, pas un équilibre final. Ils ne disent rien à ce stade de la durabilité à long terme ni des coûts humains potentiels. Cependant, ils suffisent à expliquer pourquoi la décision n'a pas été abandonnée après les premières semaines. Dans cette lecture quantitative, Ibrahim Traoré apparaît comme l'initiateur d'un déplacement de métrique. La performance n'est plus jugée uniquement sur des normes juridiques importées, mais sur des effets observables. Territoire accessible, circulation rétablie, pression sécuritaire redistribuée. C'est ce changement d'indicateur qui nourrit à la fois l'adhésion interne et l'inquiétude externe. Les critiques les plus sérieuses ne portent pas sur l'intention, mais sur les risques systémiques. D'abord, un premier argument revient souvent. Armée d'anciens détenus pourrait créer une force difficile à contrôler à moyen terme. Même encadrées, ces unités concentrent des trajectoires de violence antérieures, et l'uniforme ne garantit pas à lui seul une loyauté durable lorsque la pression du conflit s'intensifie. Dans cette lecture, le programme déplacerait le problème plutôt que de le résoudre. Ensuite, un deuxième argument s'impose. La confusion des registres entre justice et sécurité fragiliserait l'état de droit.
Transformer une peine en service militaire pourrait être perçu comme une justice à géométrie variable, dépendante des besoins stratégiques du moment. Des observateurs craignent que cette flexibilité crée un précédent, rendant plus floue la frontière entre sanction, réhabilitation et utilité politique. À long terme, cela pourrait affaiblir la crédibilité des institutions judiciaires. À ces critiques s'ajoute une inquiétude régionale. Dans un Sahel déjà saturé d'armes, toute augmentation rapide d'effectifs armés est vue comme un facteur potentiel d'escalade. Si le modèle était imité sans contrôle strict, il pourrait alimenter des dynamiques incontrôlées, surtout dans des contextes où la chaîne de commandement est moins centralisée. La réponse avancée par les partisans s'appuie sur les faits observés. Ils soulignent que les unités pénitentiaires ne sont ni autonomes ni parallèles, mais intégrées dans une hiérarchie existante. La formation idéologique et disciplinaire est présentée comme aussi centrale que l'entraînement militaire, précisément pour réduire les risques de fragmentation. Surtout, il rappelle que l'alternative n'était pas un système judiciaire idéal, mais un statu quo jugé incapable d'assurer la sécurité minimale. Dans cette confrontation d'arguments, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme ignorant des risques, mais comme acceptant une zone d'incertitude calculée. Le pari n'est pas que le modèle soit sans danger, mais qu'il soit moins coûteux humainement et stratégiquement que l'inaction prolongée. C'est cette hiérarchisation des risques qui structure le débat réel, bien au-delà des jugements moraux immédiats. Au-delà des chiffres et des polémiques, la révélation centrale est que le programme ne vise pas seulement à combler un manque d'effectifs, mais à modifier la relation entre autorité et population en plaçant d'anciens détenus dans des unités chargées de protéger leur propre zone d'origine, l'État transforme la sécurité en responsabilité partagée plutôt qu'en contrainte imposée. Cette logique explique pourquoi l'adhésion locale a précédé toute validation internationale. Ce basculement change la nature du pouvoir exercé sur le terrain. Les unités ne sont pas perçues comme une force extérieure, mais comme une extension armée de la communauté. Cela réduit, au moins temporairement, la distance entre soldats et civils et diminue la circulation de l'information hostile. La sécurité cesse d'être abstraite pour devenir relationnelle. C'est ici que la décision d'Ibrahim Traoré prend une dimension stratégique plus large. Elle ne repose pas uniquement sur la force, mais sur l'alignement entre intérêts individuels et objectifs collectifs. Servir n'efface pas la faute passée, mais lui donne une issue socialement lisible. Cette articulation explique pourquoi la mesure résiste malgré les critiques au simple rejet moral. La révélation de ce milieu de parcours est donc simple mais lourde de conséquences. Ce qui est testé n'est pas seulement un dispositif militaire, mais un modèle de légitimité. S'il tient, il redéfinit ce que signifie exercer l'autorité dans un État sous pression prolongée. Reste à mesurer ce que ce changement produit concrètement pour les institutions, l'économie et la vie quotidienne. Pour l'État, la première conséquence est organisationnelle. La présence accrue sur des axes secondaires permet de redéployer des unités régulières vers des zones plus sensibles sans abandonner les territoires récemment rouverts. Cela allège la pression sur la chaîne de commandement et réduit la dépendance à des solutions d'urgence. Dans les administrations locales, la circulation de fonctionnaires et de services reprend de façon progressive, signe que la sécurité n'est plus seulement déclarative. Ce rééquilibrage donne à l'État un temps précieux, non pour proclamer une victoire, mais pour stabiliser des mécanismes ordinaires de gouvernance. Pour les acteurs économiques, les effets sont immédiats mais modestes. La réouverture de marchés hebdomadaires et de routes secondaires restaure des flux essentiels plutôt qu'un essor spectaculaire. Les commerçants
peuvent à nouveau planifier des trajets sans multiplier les détours, et les agriculteurs écouler des productions locales sans dépendre d'escortes ponctuelles. Cette normalisation partielle réduit les coûts invisibles liés à l'insécurité, comme les pertes de temps, la peur de transporter des biens ou l'abandon de certaines cultures. Même limitée, cette reprise modifie les anticipations et encourage des décisions économiques de court terme plus rationnelles. Pour les populations civiles, l'impact se lie à les hauteurs d'hommes. La sécurité n'est pas perçue comme absolue, mais comme moins imprévisible. Le retour de soldats issus des communautés locales change la relation quotidienne avec l'autorité armée. La peur diffuse recule, remplacée par une vigilance plus pragmatique. Des gestes simples, comme voyager à certaines heures ou maintenir des activités sociales de base, redeviennent possibles. Cette transformation ne supprime pas les traumatismes, mais elle réduit la fatigue psychologique liée à l'instabilité permanente. Au niveau régional, la conséquence est surtout symbolique. Le modèle observé au Burkina Faso est scruté par des États confrontés à des dilemmes similaires. Il ne s'agit pas d'une imitation immédiate, mais d'une remise en question silencieuse des approches dominantes. Le fait qu'un pays enclavé, sous pression sécuritaire intense, puisse expérimenter un dispositif aussi atypique attire l'attention des chancelleries et des centres d'analyse. C'est moins la réussite ou l'échec qui importe que le précédent créé. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence plutôt que comme une solution unique. Son rôle est associé à une décision qui produit des effets différenciés selon les groupes concernés. Pour certains, elle représente une restauration de l'autorité. Pour d'autres, une prise de risque calculée. Pour beaucoup, elle est avant tout une amélioration relative du quotidien sans promesse excessive. Ses conséquences ne ferment pas le débat, elles le déplacent. La question n'est plus de savoir si la mesure choque, mais ce qu'elle prépare. À partir de ces effets concrets, quels chemins peuvent s'ouvrir dans les mois à venir? Voici d'abord un premier scénario, celui d'une continuité maîtrisée. Si les unités pénitentiaires restent strictement intégrées à la chaîne de commandement et si les déploiements demeurent ciblés, l'effet principal serait une stabilisation progressive. Les axes rouverts le resteraient, la pression sécuritaire resterait contenue et l'État gagnerait du temps institutionnel. Dans ce cas, la mesure ne devient pas un modèle exportable, mais un outil contextuel adapté à une phase précise du conflit. La question centrale serait alors celle de la transition. Quand et comment réduire ce dispositif sans créer de vide? Vient ensuite un deuxième scénario, plus optimiste, fondé sur un effet d'apprentissage. Les unités issues du programme pourraient devenir un vivier pour une réforme plus large de la relation entre sécurité, justice et réintégration sociale. Si la discipline se maintient et si les mécanismes de contrôle civil s'affirment, la réaffectation pourrait s'accompagner de parcours de sortie structurés. Dans cette hypothèse, l'expérience servirait de laboratoire interne, nourrissant des ajustements graduels plutôt qu'une généralisation brutale. L'impact serait alors moins militaire que politique en renforçant la légitimité de l'État dans les zones reconquises. Enfin, un troisième scénario, plus sombre, met l'accent sur les risques d'emballement. Une dégradation rapide du contexte régional ou une pression externe accrue pourrait transformer ces unités en variables d'escalade. Un affaiblissement de la discipline, une instrumentalisation politique ou une rupture dans la chaîne de commandement ferait basculer le dispositif d'outils de stabilisation à facteur d'instabilité. Dans ce cas, la confusion initiale entre justice et sécurité deviendrait un problème structurel difficile à corriger. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, elles décrivent des conditions. Si les mécanismes de contrôle tiennent, la mesure peut rester contenue. S'ils cèdent, les coûts apparaîtront rapidement.
La seule certitude est que l'expérience a déplacé le cadre du débat. Pour le lecteur, l'enjeu est de ne pas choisir un camp, mais une grille de lecture. Observer non seulement les annonces, mais les ajustements concrets. C'est à ce niveau que se jouera la suite, bien plus que dans les déclarations officielles. Pour les citoyens ordinaires, la question n'est pas doctrinale. Elle est intime et immédiate. Peut-on à nouveau envoyer un enfant au marché sans organiser une escorte improvisée? Peut-on planifier une récolte sans intégrer la peur comme variable permanente? C'est à ce niveau que la décision prend sens, loin des débats d'experts. Pour ceux qui vivent dans les zones récemment rouvertes, la sécurité partielle change les arbitrages du quotidien. On ne parle pas de confiance totale, mais d'une prévisibilité retrouvée. Savoir qu'une route est surveillée par des hommes issus du même territoire réduit la tension constante. Cette proximité n'efface pas les risques, mais elle transforme la manière de les gérer. La peur devient calculable et donc moins paralysante. Pour les familles des anciens détenus, l'impact est encore différent. La honte sociale liée à l'incarcération se transforme en responsabilité visible. Le service armé n'est pas une absolution morale, mais il redonne une place. Cela modifie les dynamiques familiales, le regard du voisinage et parfois l'estime de soi. Ce glissement explique pourquoi le soutien populaire s'est exprimé par des gestes simples plutôt que par des slogans. Pour le spectateur extérieur, la leçon est plus inconfortable. Elle oblige à reconnaître que les catégories habituelles, réforme, dérive, populisme, ne suffisent pas toujours à décrire des situations extrêmes. Le cas du Burkina Faso rappelle que dans certains contextes, les sociétés arbitrent entre des options toutes imparfaites. Comprendre ne signifie pas approuver, mais refuser la simplification. À ce stade, chacun peut tirer un enseignement minimal. Observer les effets concrets avant de juger les intentions. Regarder les usages réels du pouvoir plutôt que ses justifications verbales. C'est ce déplacement du regard que cette histoire invite à opérer. La suite dépendra moins des discours que des mécanismes mis en place pour encadrer ce choix. À ce stade, la pérennité du dispositif dépend moins de l'idée initiale que de son encadrement. Une première étape consiste à verrouiller la chaîne de commandement. Chaque unité issue du programme doit rester intégrée aux forces existantes avec des officiers clairement identifiés, des rotations régulières et des procédures disciplinaires applicables sans exception. Sans cette clarté, la logique de réaffectation risque de se dissoudre dans des pratiques informelles. La deuxième étape relève du calendrier. Le dispositif ne peut rester indéfini. Des jalons temporels sont nécessaires pour évaluer à intervalles fixes l'utilité opérationnelle, la discipline et l'impact social des unités. Ces évaluations ne servent pas à annoncer des succès, mais à décider d'ajustements concrets. Maintien, redéploiement ou réduction progressive. Le temps devient ici un outil de gouvernance. Puis, la formation doit rester centrale. Au-delà de l'entraînement militaire, l'accent mis sur la discipline, l'histoire nationale et la responsabilité civique est présenté comme un facteur de cohésion. Cette dimension idéologique, souvent critiquée de l'extérieur, est assumée comme un ciment interne visant à limiter les dérives individuelles et à maintenir un objectif collectif lisible. Enfin, une quatrième étape concerne la sortie du dispositif. Tous les participants ne peuvent ni ne doivent rester indéfiniment sous l'uniforme. Prévoir des parcours de réintégration gradués, conditionnés à des critères observables, permet d'éviter que la rédemption armée ne devienne une impasse sociale. Cette anticipation est essentielle pour préserver la crédibilité de la justice à long terme. Enfin, la transparence minimale joue un rôle clé.
Sans exposer des détails sensibles, rendre publics les principes, les règles et les objectifs réduit l'espace des rumeurs et des interprétations extrêmes. C'est dans cet équilibre entre fermeté et lisibilité que la stratégie associée à Ibrahim Traoré peut rester contenue. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, elle définit des garde-fous. Et ce sont précisément ces garde-fous qui détermineront si l'expérience restera une réponse contextuelle ou glissera vers autre chose. Le fil émotionnel revient là où tout a commencé dans ces scènes ordinaires évoquées plus tôt. Un marché qui rouvre à l'aube, une route reprise sans escorte improvisée, un uniforme porté par un visage familier. Ces images ne sont pas des symboles abstraits, mais des rappels concrets de ce qui est en jeu lorsque la sécurité cesse d'être lointaine. La transformation observée n'efface ni la peur passée ni les pertes accumulées, mais elle redonne une direction lisible. Le rappel le plus fort est peut-être celui de la dignité retrouvée. Pour les anciens détenus, la trajectoire ne va pas de la faute à l'oubli, mais de la faute à la responsabilité. Ce déplacement change la manière dont une société se regarde elle-même. Il ne nie pas les blessures, il leur donne une place active dans un récit collectif plus large. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure héroïque que comme le point d'articulation d'un choix risqué. Il a assumé une décision qui expose autant qu'elle protège. Ce n'est pas le discours qui porte cette charge émotionnelle, mais les conséquences visibles, parfois fragiles, parfois convaincantes. La légitimité ne se proclame pas, elle se vérifie dans la durée. La phrase qui s'impose alors est simple. La sécurité sans sens épuise, le sens sans sécurité trompe. Entre les deux, une société cherche un équilibre imparfait mais nécessaire. C'est ce rappel, plus que toute promesse, qui accompagne la fin de ce récit. Une invitation à regarder les faits sans les détacher des vies qu'ils traversent. Cette histoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une responsabilité de regard. Ce qui se déroule au Burkina Faso oblige à ralentir le jugement, à distinguer les effets observables des intentions prêtées et à accepter que certaines sociétés expérimentent sous contraintes extrêmes. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement, mais de suivre les évolutions réelles. Discipline sur le terrain, protection des civils, capacité des institutions à reprendre leur place. Observer, c'est aussi comparer. Comparer ce qui est promis avec ce qui est vécu. Comparer les discours internationaux avec les transformations locales. Dans ce décalage se joue souvent la compréhension la plus juste des situations complexes. Le cas présenté ici n'est ni un modèle universel ni une anomalie isolée. Il est un signal parmi d'autres des recompositions en cours au Sahel. La question ouverte mérite d'être posée sans provocation. Comment juger une décision lorsque ses effets immédiats soulagent, mais que ses risques restent réels? Et à quel moment une expérimentation devient-elle une nouvelle norme? Si ce type d'analyse vous semble utile, poursuivez la réflexion, confrontez les sources et revenez sur ces sujets avec un regard critique mais attentif. C'est dans cet espace de discussion informée que les débats gagnent en profondeur.